As-tu déjà remarqué que la personne qui te montre le plus d'amour est souvent celle qui semble t'ignorer? Cela semble contradictoire, non? Mais, et si je te disais que cet apparent désintérêt cache une des formes les plus profondes d'amour que nous puissions expérimenter? Dans le tumulte des relations modernes, où la messagerie instantanée et la validation constante sont devenues la norme, il existe une sagesse ancienne qui nous invite à regarder au-delà des apparences. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable amour ne réside pas dans la dépendance émotionnelle, mais dans la liberté. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi cette personne qui ne répond pas immédiatement à tes messages ou qui ne demande pas constamment ton attention peut être celle qui t'aime réellement, de la manière la plus mature et profonde. Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur l'amour et les relations. L'amour sans attachement. Quand on parle d'amour, on pense souvent à la proximité, à la communication constante et aux démonstrations fréquentes d'affection. Mais il existe un type d'amour qui va à l'encontre de cette compréhension commune. C'est l'amour sans attachement, un concept fondamental dans le stoïcisme et étonnamment, dans la construction de relations plus saines et durables. L'amour sans attachement ne signifie pas indifférence ou froideur. En fait, c'est tout le contraire. C'est un amour qui respecte profondément l'individualité de l'autre, qui ne cherche pas à posséder, contrôler ou modifier la personne aimée. C'est un sentiment qui reconnaît que la véritable connexion se produit lorsque nous permettons à l'autre d'être totalement lui-même, sans exigence ni attentes étouffantes. Pense aux relations dans lesquelles tu te sens constamment chargé, où ton téléphone ne cesse de sonner avec des messages te demandant où tu es, avec qui tu es et quand tu reviendras. Au début, cela peut sembler être un signe d'un grand amour, de quelqu'un qui se soucie profondément de toi. Mais est-ce vraiment le cas ou est-ce simplement l'insécurité, la peur et le besoin de contrôle déguisés en amour? Le stoïcisme nous enseigne que le véritable amour ne réside pas dans la possession, mais dans la liberté. La personne qui t'aime réellement est capable de te donner de l'espace pour grandir, pour faire des erreurs, pour vivre ta propre vie. Elle comprend que tu n'es pas une extension d'elle, mais un être unique avec tes propres besoins, désirs et chemins. Cette façon d'aimer peut se manifester comme une apparente indifférence ou comme de l'ignorance. Pourtant, il ne s'agit pas d'une négligence, mais d'une confiance profonde. C'est comme dire « Je t'aime suffisamment pour ne pas t'étouffer avec ma présence constante. Je te fais confiance et en notre lien. » Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que l'amour, c'est être toujours ensemble. Ne jamais laisser l'autre seul, partager chaque instant. Les réseaux sociaux ont intensifié cette perception, créant la fausse idée que les relations parfaites sont celles dans lesquelles les membres du couple sont toujours ensemble, toujours souriants, toujours connectés. Mais la réalité est bien différente. L'amour sans attachement est comme une danse délicate entre la proximité et la distance. C'est savoir quand se rapprocher pour offrir du soutien et quand prendre du recul pour donner de l'espace. C'est comprendre qu'à certaines occasions, la plus grande preuve d'amour n'est pas de dire « je suis là », mais de dire « je fais confiance au fait que tu puisses gérer cela seul, mais je serai là si tu as besoin de moi ». Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dans les relations modernes, nous sommes constamment disponibles à travers nos téléphones portables, messages instantanés, j'aime, commentaires. Tout cela crée une fausse sensation de connexion continue. Mais le véritable amour ne se mesure pas par le nombre de messages ou la rapidité avec laquelle on y répond. Il se mesure par la qualité de la connexion quand nous sommes ensemble, par la sensation de paix que nous ressentons en présence de l'autre, par la liberté d'être nous-mêmes. La personne qui t'aime réellement peut sembler t'ignorer parce qu'elle n'a pas besoin de validation constante. Elle est sûre des sentiments qu'elle éprouve pour toi et de la connexion qu'elle partage avec toi. Elle n'agit pas par manque ou peur, mais par un choix conscient et un amour véritable. Le philosophe stoïque Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais seulement comment nous réagissons face à ce qui nous arrive. Dans le contexte de l'amour, cela signifie que nous ne pouvons pas contrôler comment l'autre personne exprime son amour, seulement comment nous interprétons ces expressions. Si quelqu'un que tu aimes semble distant,
au lieu de supposer immédiatement qu'il y a un problème ou que l'amour est terminé, considère la possibilité que cette distance soit en réalité une expression d'un amour mature et confiant. L'amour sans attachement est comme un arbre aux racines profondes. Il n'a pas besoin de s'accrocher désespérément à la terre, car il est solidement enraciné. De la même manière, lorsque nous aimons sans attachement, nous n'avons pas besoin de nous accrocher désespérément à la personne aimée. Nous pouvons lui permettre de voler, sachant que notre amour est assez fort pour le soutenir même à distance. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris « Je mérite l'amour » dans les commentaires. La prochaine fois que quelqu'un d'important dans ta vie semble t'ignorer, demande-toi « Est-ce de l'indifférence ou est-ce une forme profonde d'amour qui respecte ta liberté et ton individualité ?» La réponse pourrait te surprendre et transformer complètement ta manière de voir et de vivre l'amour. L'espace qui libère. As-tu déjà ressenti cette sensation d'étouffement dans une relation, comme si tu ne pouvais pas respirer, comme si tu n'avais pas de temps pour toi-même, comme si ta vie tournait uniquement autour de l'autre personne? Ce sentiment est plus courant que nous ne le pensons, et c'est précisément ici que le pouvoir libérateur de l'espace dans les relations entre en jeu. Quand quelqu'un te donne de l'espace, cela peut sembler qu'il t'ignore ou qu'il ne se soucie pas de toi. Nous pensons immédiatement, si elle m'aimait vraiment, elle serait là tout le temps. Mais le véritable amour ne consiste pas à être collés l'un à l'autre 24 heures sur 24. Pense aux plantes. Elles ont besoin d'espace pour grandir. Si tu plantes 2 jeunes pousses trop près l'une de l'autre, l'une finira par étouffer l'autre. Avec nous, c'est pareil. L'espace dans une relation est comme l'air que nous respirons, essentiel, invisible, mais qui fait toute la différence. Quand ton partenaire ne réclame pas ton attention tout le temps, quand il ne te force pas à répondre aux messages immédiatement, quand il comprend que tu as ta propre vie, ce n'est pas un manque d'amour. Au contraire, c'est un amour tellement sûr qu'il n'a pas besoin de confirmation constante. Te souviens-tu de la dernière fois où tu as eu du temps pour toi-même, peut-être pour faire quelque chose que tu apprécies, rencontrer des amis ou simplement être seul avec tes pensées? Comment te sentais-tu ensuite? Probablement plus léger, renouvelé, avec plus d'énergie. Et quand tu t'es de nouveau rapproché de la personne que tu aimes, la connexion était-elle encore plus forte? C'est exactement ce que fait l'espace. Il ne sépare pas, il rapproche d'une manière plus authentique. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, parlaient déjà de cela. Ils croyaient que la véritable liberté réside dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont, sans tenter de tout contrôler. En amour, cela signifie accepter que la personne aimée n'est pas notre propriété. Elle a son propre voyage, ses propres défis, ses propres moments de croissance qui doivent se produire sans notre ingérence. Cette personne qui semble t'ignorer pourrait en réalité te donner le plus beau des cadeaux, l'opportunité d'être toi-même, de grandir à ton propre rythme, de découvrir ta force intérieure. C'est comme si elle disait « Je crois tellement en notre amour que je n'ai pas besoin de te surveiller ni de te contrôler. » C'est difficile à comprendre dans une époque où nous sommes toujours connectés, le téléphone portable à la main toute la journée, avec des notifications qui apparaissent à chaque minute, et la pression de répondre à temps. Nous voyons des couples sur les réseaux sociaux, toujours ensemble, toujours souriants, et nous pensons que c'est normal, idéal. Mais derrière ces photos parfaites, combien de relations sont en train de s'étouffer faute d'espace? Une personne m'a dit un jour qu'elle était terrifiée à l'idée que son petit ami sorte avec des amis. Elle envoyait des messages tout le temps, exigeant des photos pour prouver où il était, créer des disputes à partir de rien. Je l'ai fait parce que je l'aimais beaucoup, disait-il. Mais était-ce vraiment de l'amour ou était-ce de la peur, de l'insécurité, de la dépendance? Après beaucoup de travail personnel, il comprit que l'amour, c'est aussi savoir laisser partir, faire confiance, accorder de la liberté. Et tu sais ce qui s'est passé? Sa relation s'est améliorée de manière drastique. Il commença à revenir des réunions entre amis plus heureux, plus disposés à être avec elle, partageant les nouvelles avec enthousiasme. L'espace ne les éloigna pas, au contraire, il les rapprocha. Il y a une très belle phrase qui dit « Si tu aimes quelqu'un, laisse-le partir. S'il revient, il est à toi. S'il ne revient jamais, il ne l'a jamais été. » Cela peut sembler un cliché, mais cela contient une vérité profonde. Le véritable amour ne lie pas, il libère.
Il ne diminue pas, il fait grandir. Il ne t'étouffe pas, il te donne de l'air pour respirer. L'espace nous donne aussi l'opportunité de ressentir le manque. Et le désir est un sentiment puissant qui ravive la flamme de l'amour. Lorsque nous sommes constamment avec quelqu'un, nous pouvons commencer à prendre cette personne pour acquise, à ne plus remarquer les petites choses qui nous ont fait tomber amoureux. L'espace nous permet de regarder de loin et de redécouvrir la valeur de ce que nous avons. C'est comme ce dicton. La distance est à l'amour ce que le vent est au feu. Il éteint ce qui est petit et alimente ce qui est grand. Un amour fragile, basé uniquement sur la dépendance et le besoin, peut ne pas survivre à l'espace. Mais un amour véritable et profond, basé sur le respect et l'admiration, ne fait que se renforcer. Ainsi, la prochaine fois que tu te sens ignoré par la personne que tu aimes, essaie de voir les choses différemment. Demande-toi, n'est-ce pas que cette personne fait confiance à notre amour au point de savoir qu'elle n'a pas besoin de confirmation constante? N'est-ce pas qu'elle me donne le précieux cadeau de l'espace pour que je puisse m'épanouir en tant qu'individu? Parce qu'à la fin de la journée, deux individus complets et indépendants construisent une relation bien plus forte que deux personnes incomplètes qui s'accrochent l'une à l'autre par peur de la solitude. L'espace qui semble nous éloigner est précisément ce qui nous libère pour aimer véritablement. Le silence qui renforce. Nous vivons dans un monde bruyant. Des notifications qui apparaissent à chaque minute, des conversations qui se déroulent dans plusieurs groupes à la fois, la pression d'être toujours disponible, toujours en train de répondre, toujours connecté. En plein milieu de ce bruit, le silence est devenu presque un péché. Lorsque quelqu'un tarde à répondre à un message, nous pensons immédiatement « tu m'ignores ». Mais et si ce silence était en réalité l'une des plus grandes preuves d'amour? Le silence dans les relations a un pouvoir que peu de gens comprennent. Je ne parle pas de ce silence froid utilisé comme punition après une dispute. Je parle du silence respectueux, de l'espace entre les mots, de la pause qui permet à chacun d'écouter ses propres pensées et sentiments. La personne qui t'aime comprend profondément qu'il n'est pas nécessaire de tout dire. Elle sait quand parler, mais aussi quand se taire. Elle comprend qu'il y a des voyages qu'il faut faire seul, qu'il y a des pensées qui mûrissent dans le silence, qu'il y a des douleurs que seul le temps peut guérir. Pense à une conversation difficile que tu as eue, peut-être sur un problème au travail, une décision complexe ou un moment de tristesse. Qui t'a le plus aidé? La personne qui parlait sans cesse, donnant 1000 conseils et solutions, ou celle qui était simplement là, à t'écouter, respectant ton processus, offrant le réconfort de comprendre le silence? Les stoïciens accordaient une grande valeur à la pratique du silence. Pour eux, trop parler était souvent un signe d'anxiété, de besoin de combler les vides, de peur d'affronter ce qui compte vraiment. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « On ne confie un secret à un bavard, mais on confie tout à celui qui sait se taire. » Dans l'amour, le silence peut être une forme puissante de confiance. Lorsque quelqu'un ne t'appelle pas toutes les heures pour savoir où tu es, ne fouille pas dans ton téléphone, ne demande pas de détails sur chaque minute de ta journée, cette personne te dit, sans mots, « J'ai confiance en toi. Notre amour est assez fort pour exister même dans l'espace du silence. » Si tu es arrivé jusqu'ici, écris « Je mérite le véritable amour » dans les commentaires. Je me souviens d'un couple que j'ai accompagné une fois. Ils étaient ensemble depuis plus de 20 ans et avaient une relation enviable. Je leur ai demandé quel était leur secret, et le mari m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Nous avons appris à nous sentir à l'aise dans le silence de l'autre. La femme a ajouté « Tout n'a pas besoin d'être dit ou résolu immédiatement. Certaines conversations ont besoin de temps pour mûrir. Et cela a beaucoup de sens. Lorsque nous donnons de l'espace au silence, nous respectons le rythme naturel des choses. Les graines ne deviennent pas des arbres du jour au lendemain. Les grandes révélations arrivent rarement au milieu de l'agitation et du bruit. Les meilleures décisions viennent souvent après un moment de réflexion calme. Le silence nous permet aussi d'entendre mieux, non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes. Combien de fois sommes-nous perdus dans une relation, car nous ne pouvions plus distinguer nos propres désirs et besoins de ceux de l'autre personne. Le silence restaure cette connexion avec nous-mêmes et, paradoxalement,
renforce notre connexion avec ceux que nous aimons. Une amie m'a dit que sa relation s'était beaucoup améliorée lorsqu'elle et son mari commencèrent à pratiquer le temps à part. Ce n'était rien de formel, juste des moments où ils étaient dans le même environnement, chacun faisant son activité sans avoir à parler tout le temps. Nous avons découvert une intimité plus profonde, m'a-t-elle dit. C'est comme si nous communiquions à un niveau au-delà des mots. Cela me rappelle une autre idée des stoïciens. Ils croyaient que les mots sont souvent limités et imprécis pour exprimer ce que nous ressentons vraiment. Parfois, le silence communique plus clairement que 1000 mots. Dans les relations modernes, cette sagesse semble avoir disparu. Nous pensons que l'amour, c'est être toujours en contact, toujours en train de parler, toujours en train de résoudre, toujours savoir exactement ce que l'autre fait. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'aggraver cette situation, créant l'illusion que tout le monde est toujours disponible, toujours connecté, toujours avec quelque chose à dire. Mais pense aux personnes les plus sages que tu connais. Elles ne sont probablement pas celles qui parlent le plus, mais celles qui savent quand parler et quand se taire. Elles comprennent le pouvoir du silence, la valeur de la pause, le pouvoir des mots non dits. Alors, la prochaine fois que tu te sens ignoré par quelqu'un que tu aimes, considère cette possibilité. Peut-être que cette personne t'offre le précieux cadeau du silence, non par négligence ou indifférence, mais par un amour profond et respectueux qui comprend que tout n'est pas dit, qui fait confiance à la force de ce que vous avez construit, qui respecte ton espace et ton processus. Parce qu'à la fin, le silence n'est pas un vide. Il est rempli de réponses, de croissance, de possibilités. Et ceux qui t'aiment vraiment le savent. Ils savent qu'à certains moments, l'amour le plus vrai ne se trouve pas dans le bruit des mots, mais dans la force silencieuse de la présence qui respecte, qui fait confiance, qui attend. C'est dans ce silence que fleurissent les relations les plus profondes. Aimer, c'est aussi savoir se maîtriser. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semblait avoir un contrôle incroyable sur ses propres émotions? Cette personne qui ne s'énerve pas pour un rien, qui n'envoie pas 1000 messages quand tu ne réponds pas à temps, qui ne fait pas de scène quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? Cette personne comprend probablement quelque chose que les anciens stoïciens savaient déjà. L'autocontrôle est l'une des plus grandes formes d'amour. Aimer, c'est aussi maîtriser ses émotions. Ce n'est pas réprimer ses sentiments ou prétendre qu'on ne s'en soucie pas, bien au contraire. C'est se soucier tellement que l'on décide de ne pas laisser ses impulsions et ses peurs prendre le dessus. Les insécurités contrôlent la manière dont tu traites ton être cher. C'est l'amour dans sa forme la plus mature et consciente. Pense à la façon dont nous réagissons lorsque nous nous sentons en insécurité dans une relation. Nous vérifions nos téléphones toutes les minutes, nous envoyons message après message, nous créons des scénarios catastrophiques dans nos têtes. Pourquoi ne m'as-tu pas encore répondu? Est-ce qu'il ou elle est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Et quand la personne répond enfin, nous explosons. Pourquoi a-t-il ou elle mis autant de temps? Est-ce qu'il ou elle m'ignorait? Cette réaction provient de la peur, pas de l'amour. C'est notre ego blessé qui parle, notre insécurité qui crie. Et généralement, cela ne fait qu'empirer les choses. La personne se sent étouffée, contrôlée, et commence réellement à s'éloigner, créant ainsi exactement le scénario que nous redoutions tant. Maintenant, imagine quelqu'un qui, même en ressentant cette piqûre d'insécurité, peut respirer profondément et penser « Je vais lui faire confiance. Il ou elle doit être occupé. Il ou elle répondra quand il ou elle pourra. » Pendant ce temps, je vais m'occuper de mes propres affaires. Cette personne pratique le contrôle de soi aimant. Les stoïciens disaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive. Seulement comment réagissons-nous, réagissons face à ce qui arrive. En amour, c'est essentiel. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments ou les actions de la personne que nous aimons, seulement comment nous y répondons. Et lorsque nous choisissons de répondre avec calme, confiance et respect, nous offrons un amour beaucoup plus profond et vrai. Une de mes clientes se disputait constamment avec son petit ami parce qu'il mettait trop de temps à répondre aux messages pendant ses heures de travail. Elle était furieuse et lui envoyait des messages, l'accusant de ne pas se soucier d'elle. Un jour, je lui ai demandé « Comment penses-tu qu'il se sent lorsqu'il reçoit ces messages en pleine journée de travail ?» Elle s'est arrêtée et a réfléchi, probablement stressée, partagée, coupable.
Et c'est ainsi que tu veux qu'il se sente? Elle a pris conscience que son comportement, bien qu'il provienne d'un besoin affectif, leur causait à tous les deux de la souffrance. Nous avons commencé à travailler sur son autodiscipline. Lorsque l'anxiété la frappait, au lieu d'envoyer des messages, elle respirait profondément, écrivait dans un journal, allait faire quelque chose qu'elle aimait. Peu à peu, elle s'est rendue compte que son petit ami, sans la pression constante, commençait à répondre plus rapidement et avec plus de tendresse. L'espace qu'elle lui a donné, grâce à son autodiscipline, a renforcé la relation au lieu de la fragiliser. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris « Je suis prête pour le véritable amour » dans les commentaires. L'autodiscipline amoureuse se manifeste aussi dans la manière dont nous gérons les différences. Lorsque nous aimons quelqu'un, il est naturel de vouloir que cette personne pense, ressente et agisse comme nous. Nous nous frustrons lorsque nous réalisons qu'elle a sa propre façon de voir le monde. La personne avec autodiscipline comprend que l'amour n'est pas vouloir un miroir, mais accepter et valoriser les différences. Je me souviens d'un couple où elle était extrêmement organisée et lui, plus détendu. Au début, elle a essayé de le changer à tout prix, critiquant chaque petit faux pas, établissant des listes de règles, transformant la maison en un champ de bataille. Après beaucoup de souffrance, elle s'est rendue compte que son désir de contrôle détruisait la relation. Elle a commencé à pratiquer l'autodiscipline en acceptant que son chemin n'était pas le seul, mais qu'il était différent. Elle a même découvert qu'elle pouvait beaucoup apprendre de sa spontanéité. Une autre facette de l'autodiscipline amoureuse est la manière dont nous gérons les problèmes. Lorsque quelque chose ne va pas, la tendance est de chercher des coupables, de pointer du doigt, de fouiller dans le passé pour trouver des munitions pour la prochaine dispute. La personne avec autodiscipline peut s'arrêter, respirer et se demander « Que pouvons-nous faire maintenant pour améliorer la situation ?» C'est une approche centrée sur les solutions, pas sur la culpabilité. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Dans l'amour, cette force se manifeste par la capacité à ne pas laisser les circonstances extérieures, un message sans réponse, un malentendu, une différence d'opinion secouer les fondations de la relation. Et voici un secret que peu comprennent, l'autodiscipline est contagieuse. Lorsque tu montres cette capacité à gérer tes émotions de manière mature, tu inspires ton être cher à faire de même. Peu à peu, toute la relation s'élève à un nouveau niveau de maturité émotionnelle. Cela ne signifie pas que nous ne devons jamais exprimer de mécontentement ou demander un changement. L'autodiscipline ne consiste pas à tout garder pour soi en silence. Il s'agit de choisir consciemment quand, comment et quoi exprimer. C'est parler depuis un endroit d'amour et de respect, pas de colère ou de peur. La personne qui pratique l'autodiscipline amoureuse peut sembler ignorée parce qu'elle ne réagit pas impulsivement. Elle réfléchit avant de parler, prend du temps avant d'agir, choisit ses batailles avec sagesse. Ce n'est ni de la froideur ni de l'indifférence, c'est une façon profondément consciente d'aimer. Dans le monde accéléré dans lequel nous vivons, avec tant de stimuli et de distractions, l'autodiscipline devient encore plus précieuse. Il est facile de se laisser emporter par le flot des émotions, difficile de garder les pieds sur terre, le cœur ouvert et l'esprit clair. Mais c'est exactement ce que l'amour véritable nous demande. Par conséquent, si quelqu'un d'important dans ta vie semble parfois distant ou retiré, considère qu'il ou elle te propose peut-être la forme la plus élevée de l'amour, celle qui provient de l'autodiscipline, de la conscience, de la décision délibérée d'aimer de manière mature et respectueuse. Parce qu'au final, l'amour le plus profond n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui reste fort et constant, même dans les silences. Lorsqu'on parle de limites dans les relations, beaucoup de gens haussent le nez. Si tu aimes vraiment, tu n'as pas besoin de limites, disent-ils. Mais est-ce vraiment le cas? Que se passerait-il si je te disais qu'établir des limites saines est l'une des plus belles preuves d'amour que quelqu'un puisse te donner? Les stoïciens croyaient que la vertu était le seul vrai bien, et l'une des façons les plus puissantes de démontrer cette vertu dans les relations, c'est par le respect des limites, tant les siennes que celles des autres. La personne qui semble t'ignorer peut être en train de pratiquer cette vertu au plus haut niveau. Imagine, tu viens de sortir d'une réunion stressante au travail. Ton téléphone est rempli de notifications. Ton partenaire veut une attention immédiate.
Il ou elle veut te parler de sa journée, de ce problème qu'il ou elle a depuis des semaines. Tu es épuisé, sans énergie émotionnelle à offrir. Que serait le plus aimant? Te forcer à avoir une conversation pour laquelle tu n'as pas les ressources émotionnelles, probablement réagir mal et empirer la situation ou dire doucement « Je suis trop fatigué en ce moment, est-ce qu'on peut en parler plus tard, quand je pourrais te prêter l'attention que tu mérites ?» Établir cette limite n'est pas ignorer ou ne pas se soucier de l'autre. C'est au contraire se soucier tellement que tu ne veux pas offrir moins que ce que la personne mérite. C'est reconnaître tes propres limites et agir avec honnêteté. C'est la vertu en action. Juan et Maria, des prénoms fictifs, sont venus me voir parce qu'ils se disputaient constamment. En enquêtant davantage, j'ai découvert que Juan était une personne très sociable, qui avait besoin de passer beaucoup de temps avec ses amis et sa famille pour recharger ses batteries. Maria, de son côté, était plus réservée et voyait ses sorties sociales comme du temps perdu, du temps qu'il aurait pu passer dans la relation. Quand Juan partait, elle se sentait abandonnée et réagissait par des exigences et du drame, ce qui poussait Juan à s'éloigner encore plus. Nous avons travaillé sur le concept de limite saine. Juan a appris à mieux communiquer ses besoins. J'ai besoin de ce temps avec mes amis pour être une personne plus complète et un meilleur partenaire pour toi. Maria, quant à elle, a pris conscience que ses exigences venaient de vieilles insécurités et non de la réalité actuelle de la relation. Peu à peu, les deux comprirent que respecter les limites de l'autre n'était pas se distancer, mais faire preuve d'un amour mature. Les limites saines sont comme les rives d'une rivière. Sans elles, la rivière se transforme en un marécage, sans direction ni force. Avec elles, l'eau coule avec un but et une puissance. De même, une relation sans limite claire devient facilement confuse, étouffante et stagnante. Avec des limites, elle gagne en structure, en direction et en vitalité. Dans la philosophie stoïcienne, il existe un concept appelé la dichotomie du contrôle. L'idée que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle et accepter le reste avec sérénité. Dans les relations, cela signifie comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les actions, les sentiments ou les besoins de l'autre personne, mais seulement comment nous y répondons. Lorsque quelqu'un t'ignore parce qu'il ou elle établit une limite saine, il ou elle pratique cette sagesse stoïcienne. C'est-à-dire, je ne peux pas contrôler tes sentiments à ce sujet, mais je peux être honnête à propos de mes besoins. Et cela, aussi contradictoire que cela puisse paraître, est profondément respectueux et amoureux. Les limites sont également essentielles pour maintenir l'individualité au sein de la relation. Beaucoup de couples tombent dans le piège de devenir une seule entité, perdant leurs identités séparées. Ils commencent à penser de la même manière, à aimer les mêmes choses, à avoir les mêmes opinions. Cela peut paraître romantique au début, mais cela devient vite étouffant. La personne qui établit des limites claires ne se protège pas seulement elle-même, mais aussi la relation elle-même. C'est-à-dire, je veux continuer à être moi-même pour pouvoir t'aimer comme une personne entière, et non comme une extension de toi. C'est un cadeau précieux que peu de gens comprennent. Une cliente m'a dit que sa relation précédente avait été parfaite. Elle et son petit ami faisaient tout ensemble, pensaient de la même manière, n'étaient jamais en désaccord. Lorsque ça a fini, soudainement, elle était dévastée et confuse. Avec le temps, elle a réalisé que cette perfection était en réalité une façade. Ils avaient réprimé leurs véritables besoins et désirs pour maintenir la paix, jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Dans sa nouvelle relation, elle a appris à valoriser les différences et à respecter les limites, tant les siennes que celles de son partenaire. C'est moins parfait, mais bien plus réel et profond. Elle m'a dit qu'une autre forme de vertu dans les limites était de savoir quand ne pas intervenir. La personne qui t'aime profondément sait quand faire un pas en arrière et te laisser faire face à tes propres défis, non pas par manque d'attention, mais parce qu'elle comprend que certaines leçons doivent être apprises seules. Certains voyages sont individuels. Imagine un père regardant son enfant apprendre à faire du vélo. Il serait plus facile et plus sûr de ne jamais lâcher le vélo pour garder un contrôle total, mais le véritable amour paternel réside précisément dans le fait de lâcher prise, de donner de l'espace pour que l'enfant tombe, se relève et découvre sa propre force.
Dans les relations adultes, le principe est le même. Les limites nous aident aussi à maintenir le respect mutuel. Lorsque nous permettons à quelqu'un de dépasser nos limites de manière répétée, nous commençons inconsciemment à perdre le respect pour cette personne. Et lorsque nous perdons le respect, l'amour ne reste pas derrière. La personne qui établit et maintient des limites claires cultive en réalité le terrain où le respect et l'amour peuvent continuer à croître. Dans le monde actuel, avec tant de pression pour être constamment disponible, établir des limites est devenu encore plus important et encore plus difficile. Mais les stoïciens nous rappellent que la vertu est rarement la voie facile, c'est la voie juste, même lorsqu'elle est difficile. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras ignoré par quelqu'un d'important dans ta vie, considère la possibilité que cette personne soit en train de pratiquer la vertu des limites saines. Elle pourrait protéger non seulement sa propre intégrité, mais aussi la qualité et la longévité de votre relation. Et cela, loin d'être de l'indifférence, est l'une des formes les plus profondes et matures d'aimer. Le détachement qui unit, cela semble contradictoire, non? Comment quelque chose qui signifie lâcher prise peut-il vraiment unir les gens? Mais c'est exactement ce qui se passe lorsque nous pratiquons un détachement sain dans les relations. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà compris cette vérité profondément que beaucoup d'entre nous ont encore du mal à accepter. Le détachement ne signifie pas l'absence d'amour ou d'engagement, c'est tout le contraire. C'est aimer si profondément et fermement que tu n'aies pas besoin de t'accrocher, de contrôler ou d'étouffer la personne aimée. C'est avoir confiance en le lien que vous avez construit, même lorsqu'il y a de la distance, du silence ou des désaccords. Lorsque nous sommes trop attachés à une relation, nous créons une série d'attentes rigides sur la manière dont l'autre doit agir, parler, montrer de l'amour. Si tu m'aimais vraiment, tu m'enverrais un message de bonjour tous les jours. Si tu tenais vraiment à moi, tu annulerais tes plans avec tes amis pour être avec moi quand je suis triste. Si tu étais engagé dans notre relation, tu penserais exactement comme moi sur notre avenir. Ces attentes sont comme des chaînes invisibles qui étouffent la relation. La personne se sent piégée, observée, incapable d'être authentique. Et paradoxalement, plus nous essayons de nous accrocher, plus la personne a tendance à vouloir s'échapper. Le détachement amoureux est comme ouvrir les mains qui tiennent un oiseau. Si tu le serres trop fort, tu lui fais mal. Si tu ouvres complètement tes mains, il s'envole. Mais si tu gardes les mains ouvertes, en offrant un soutien sans les retenir, l'oiseau peut choisir de rester, non pas par obligation, mais de son propre gré. Louisa est venue me chercher, dévastée parce que son petit ami Pedro lui avait demandé une pause dans leur relation. « Il ne m'aime plus », a-t-elle dit entre des larmes. En enquêtant plus profondément, j'ai découvert que Louisa contrôlait tous les aspects de la vie de Pedro. Avec qui il pouvait passer du temps, ce qu'il devait porter, comment il devait dépenser son argent. « Je fais ça parce que je tiens à lui », a-t-elle justifié. Mais était-ce vraiment le cas? Nous avons travaillé sur le concept de détachement amoureux. Elle a commencé à réaliser que son comportement ne venait pas de l'amour, mais de la peur de le perdre. C'était son propre sentiment de ne pas être assez bien qui l'avait poussé à essayer de contrôler Pedro, comme si cela garantissait qu'il ne trouverait personne de mieux. À mesure qu'elle se libérait de ses peurs et apprenait à aimer avec les mains ouvertes, quelque chose d'étonnant se produisit. Pedro commença à se rapprocher à nouveau, cette fois par choix et non sous pression. Les stoïciens enseignaient que la souffrance ne vient pas des choses en elles-mêmes, mais de notre opinion sur elles. Dans le contexte des relations, cela signifie que nous souffrons non pas parce que la personne n'a pas répondu immédiatement à notre message ou parce qu'elle a besoin de temps seul, mais à cause du sens que nous donnons à ses comportements. Tu m'ignores, c'est une interprétation. Ne t'inquiète pas pour moi, c'est une autre. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités plus aimantes. Il est occupé, il a besoin d'espace pour traiter quelque chose. Il a son propre rythme de communication. Le détachement nous apprend à ne pas nous accrocher à ces interprétations négatives. Il nous permet de voir la situation de manière plus claire et compatissante. C'est comme si nous nous débarrassions d'un poids, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre bien-aimé, le poids des attentes étouffantes. Une manière pratique de cultiver le détachement amoureux est à travers ce que les stoïciens appelaient la contemplation de la séparation. En te rappelant régulièrement qu'il est nécessaire de donner de l'espace pour que chacun puisse grandir de manière autonome. Rien dans cette vie n'est permanent ni garanti.
Cela peut sembler pessimiste, mais c'est incroyablement libérateur lorsque nous embrassons l'impermanence. Chaque moment passé avec notre être cher devient un cadeau précieux et non un droit acquis. Carlos m'a raconté que son mariage s'est transformé complètement après qu'il ait failli perdre sa femme dans un accident. Avant, nous nous disputions pour n'importe quelle petite chose, le couvercle des toilettes, la façon de charger la machine à laver. Après l'accident, nous avons réalisé à quel point tout cela était insignifiant et futile. Aujourd'hui, nous profitons de chaque jour passé ensemble comme d'un cadeau inattendu. C'est là la sagesse du détachement. Ne pas moins apprécier, mais apprécier plus profondément, précisément parce que l'on sait que rien n'est garanti. Le détachement nous aide aussi à aimer la personne réelle et non notre version idéalisée d'elle. Quand nous sommes trop attachés, nous aimons souvent l'image que nous avons créée de la personne et non l'être humain complexe et imparfait qui est devant nous. Nous sommes déçus lorsque la réalité ne correspond pas à notre fantasme. Le détachement nous permet de voir et d'accepter l'autre tel qu'il est réellement, avec toutes ses nuances et ses contradictions. Un client m'a dit un jour qu'il s'était rendu compte qu'il n'aimait pas son mari, mais la version de lui qu'il avait créée dans sa tête, l'homme qu'il pensait qu'il devrait être. Quand il a commencé à le voir véritablement, avec ses défauts et ses qualités réelles, leur amour s'est approfondi d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Certaines personnes confondent le détachement avec la froideur ou l'indifférence. Si tu te souciais vraiment de quelqu'un, tu serais effrayé de ne pas recevoir de réponse à tes messages. Mais le véritable détachement provient d'un endroit de force et de sécurité, et non d'indifférence. C'est avoir confiance en le lien que tu as construit, au point que les petites perturbations ne le secouent pas. Les relations les plus fortes que j'ai vues sont celles où les deux membres du couple pratiquent le détachement aimant. Ils se donnent de l'espace l'un à l'autre pour grandir, changer, explorer de nouveaux intérêts. Ils ne se sentent pas menacés par les différences ou l'indépendance de l'autre. Au contraire, ils célèbrent l'individualité de l'autre et trouvent de la joie dans la manière dont leur vie séparée s'entrelace par choix, non par nécessité ou obligation. Ainsi, si quelqu'un que tu aimes semble t'ignorer, considère la possibilité qu'il ou elle pratique le détachement aimant, non parce qu'il ou elle t'aime moins, mais parce qu'il ou elle t'aime d'une manière plus mature et plus profonde. Parce qu'il ou elle a confiance en ce que vous avez construit et sait que le véritable amour n'a pas besoin de preuves constantes ni de contacts ininterrompus. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, celui qui aime ce qui lui appartient comme si cela n'était que prêté, c'est lui seul qui aime vraiment. Le détachement nous enseigne à aimer non pas comme quelqu'un qui possède, mais comme quelqu'un qui apprécie librement, pleinement, sans chaînes invisibles. Et ironiquement, c'est cet amour libre qui unit les gens de manière plus profonde. La présence en absence. As-tu remarqué parfois comment nous ressentons la présence de quelqu'un avec plus de précision quand cette personne n'est pas physiquement présente avec nous? Comment l'absence peut paradoxalement renforcer la présence? Ce phénomène étrange nous révèle quelque chose de profond sur l'amour véritable. Il transcende l'espace et le temps, créant une présence qui persiste même en l'absence physique. Les stoïciens comprenaient que notre esprit a le pouvoir de rapprocher ce qui est éloigné. Lorsque nous aimons véritablement quelqu'un, cette personne n'est jamais complètement absente de nous. Tes valeurs, tes paroles, ta manière de voir le monde, tout cela reste vivant en nous, guidant nos choix, influençant nos pensées, réchauffant nos cœurs. Pense à quelqu'un que tu aimes profondément. Maintenant, imagine que cette personne est loin de toi. Même sans contact direct, tu peux presque entendre ce qu'elle dirait dans certaines situations. Tu sens la connexion entre vous. Tu peux porter cette personne en toi. C'est cela la présence en l'absence, une des formes d'amour les plus puissantes et durables. La personne qui semble t'ignorer peut t'offrir l'opportunité de vivre cette dimension plus profonde de l'amour, celle qui va au-delà des messages constants, des appels quotidiens et de la présence physique ininterrompue. L'amour qui reste fort même lorsqu'il y a de la distance, même lorsqu'il y a du silence. Une personne m'a dit que sa relation à distance, qui semblait au départ un défi insurmontable, avait fini par renforcer son amour de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Lorsque nous étions toujours ensemble, nous nous habituions l'un à l'autre. Parfois, nous passions des heures dans la même pièce sans vraiment nous connecter. Avec la distance,
Chaque conversation est devenue précieuse, chaque rencontre une célébration. Elle a appris à ressentir la présence de son partenaire, même quand il était à des milliers de kilomètres de distance. Cette présence en l'absence nous permet aussi de valoriser davantage la personne que nous aimons. Lorsque quelqu'un est constamment disponible, il est facile de prendre cette personne pour acquise, sans remarquer les petites choses qui la rendent spéciale. L'absence aiguise nos sens, nous fait remarquer des détails qui nous échappaient auparavant. La manière dont la personne sourit, le son particulier de son rire, la façon unique dont elle prononce certains mots. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses journaux comment il gardait vivantes en lui les enseignements et les valeurs des personnes qu'il admirait, même après qu'elles soient parties. Cette capacité à maintenir présente ce qui est absent est l'une des plus grandes forces de l'esprit humain et l'une des expressions les plus profondes de l'amour. La présence en l'absence nous permet également de grandir individuellement sans perdre la connexion. Lorsque nous sommes constamment ensemble, il peut être difficile de trouver de l'espace pour notre développement personnel. L'absence crée cet espace, permettant à chacun de grandir comme individu tout en maintenant vivant le lien qui vous unit. Pedro et Anna avaient une relation que beaucoup considéraient comme idéale. Ils étaient toujours ensemble, partageaient toutes leurs passions et étaient rarement en désaccord. Mais lorsque Pedro dut passer 6 mois dans un autre pays pour des raisons professionnelles, tous deux paniquèrent. « Comment allons-nous survivre ?» me demanda Anna lors de notre première séance. Nous avons travaillé sur le concept de la présence en l'absence et quelque chose de surprenant s'est produit. Anna découvrit des passions qu'elle ne savait pas avoir, elle se mit à peindre, fit de nouveaux amis et explora des endroits de la ville qu'elle n'avait jamais visités. Pedro, de son côté, approfondit ses études de philosophie, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin, ils n'étaient plus exactement les mêmes personnes. Ils étaient devenus des versions plus riches et complètes d'eux-mêmes, et l'amour entre eux, loin de diminuer, s'était approfondi. « C'est comme si nous avions maintenant plus à partager », me dit Anna, radieuse. « Nous avons grandi en tant qu'individus, et cela a rendu notre connexion encore plus spéciale. » La présence en absence nous permet également de vivre un type spécial de désir. Ce n'est pas un désir douloureux et déclinant, mais un désir qui réchauffe et se développe. C'est un désir qui ne provient pas du vide ou du manque, mais de la plénitude de ce qui a été vécu et de la certitude de ce qui sera encore. C'est comme un bon vin qui devient plus riche avec le temps, gagnant des couches de saveur et de profondeur. Cette qualité de l'amour nous rappelle une autre importante leçon stoïcienne, la distinction entre plaisir et joie. Le plaisir est momentané, il dépend des circonstances extérieures, il va et vient. La joie est plus profonde, elle vient de l'intérieur et reste même lorsque les circonstances changent. L'amour basé uniquement sur la présence physique, sur les messages constants et sur le contact ininterrompu est comme un plaisir qui dépend des conditions extérieures. L'amour qui crée de la présence dans l'absence est comme la joie qui reste forte, même lorsque les conditions changent. De nombreux couples découvrent, à leur grande surprise, que la qualité du temps passé ensemble s'améliore considérablement après des périodes de séparation. C'est comme si l'absence nettoyait la lentille à travers laquelle nous voyons l'autre, éliminant la brume de la routine et de l'habitude, nous permettant de voir avec une clarté renouvelée ce qui rend cette personne spéciale et unique. Une amie m'a dit que son mariage de 20 ans a pris une nouvelle vie lorsqu'elle et son mari ont commencé à se donner des vacances l'un de l'autre, non pas à cause de problèmes ou de crises, mais comme une pratique intentionnelle de créer de l'espace. Maintenant, lorsqu'ils se retrouvent, c'est presque comme les premières rencontres. Il y a une curiosité renouvelée, une attention qu'ils avaient perdue dans la vie quotidienne. La présence dans l'absence nous aide aussi à affronter une des plus grandes vérités de la vie. Rien n'est permanent. À un moment donné, nous ferons tous face à des séparations, certaines temporaires, d'autres permanentes. La capacité de garder vivante la présence de ce que nous aimons, même en l'absence physique, est peut-être l'une des compétences les plus importantes que nous puissions développer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un que tu aimes semble distant ou t'ignore, considère la possibilité qu'il ou elle te donne en réalité l'un des cadeaux les plus précieux, l'opportunité d'expérimenter une dimension plus profonde de l'amour,
une dimension qui va au-delà de la présence physique constante, qui transcende la communication incessante et crée un type spécial d'intimité qui ne fleurit que dans l'espace entre vous. Parce que dans l'amour véritable, l'absence n'est pas un vide à craindre, mais un espace sacré où l'on peut sentir la présence la plus profonde. Comme l'a dit le poète Khalil Gibran, « Laisse de l'espace dans ton unité et que les vents du ciel dansent entre vous. » C'est dans cette danse entre la présence et l'absence que se cultivent beaucoup des amours les plus profonds et durables. Au fond de nos cœurs, ce que nous voulons vraiment tous, c'est être aimés pour ce que nous sommes, pas pour ce que les autres attendent que nous soyons. Nous voulons avoir la liberté d'être authentiques, de changer, de grandir et de continuer à être acceptés et aimés. Et peut-être que c'est l'expression la plus profonde de l'amour, celle qui libère plutôt que celle qui enchaîne. Les stoïciens croyaient que la liberté intérieure était le plus grand trésor que l'on puisse posséder. Pour eux, être véritablement libre signifiait vivre selon sa propre nature, sans être esclave des désirs externes ou des opinions des autres. Dans le contexte des relations, cette sagesse prend un sens particulier. Le véritable amour est celui qui nous libère pour être ce que nous sommes vraiment. Pense à combien de relations fonctionnent avec des règles tacites, des attentes rigides, des rôles prédéfinis. Un bon partenaire doit agir de telle manière, un bon partenaire ne ferait jamais cela. Peu à peu, nous nous modelons pour nous adapter à ces rôles, sacrifiant des parties essentielles de ce que nous sommes pour maintenir la paix, être aimés ou ne pas décevoir. Mais que se passe-t-il lorsque nous réprimons notre véritable nature pendant trop longtemps? Nous devenons malheureux, frustrés, rancuniers. La relation peut sembler parfaite de l'extérieur, mais de l'intérieur, elle est en train de mourir lentement. C'est comme porter des vêtements qui ne sont pas à ta taille. Ça peut paraître beau aux yeux des autres, mais tu étouffes. La personne qui t'aime vraiment est celle qui te dit, à travers des paroles et des actes, « Tu n'as pas besoin de prétendre devant moi. Tu peux être exactement qui tu es, avec tes lumières et tes ombres, tes certitudes et tes doutes, tes forces et tes faiblesses. Je ne veux pas une version modifiée de toi. Je veux le réel, l'authentique, même quand c'est un défi. » Luciana est venue vers moi dévastée parce que son petit ami de 5 ans venait de rompre avec elle sans raison apparente. Au cours de nos conversations, une vérité douloureuse est apparue. Tout au long de leur relation, elle s'était efforcée d'être parfaite. Toujours drôle, toujours disponible, toujours accommodante, toujours en mettant ses besoins de côté. « J'ai tout fait bien », dit-elle, confuse de comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné. La réponse était précisément celle-ci. Elle s'était tellement concentrée à tout faire bien que son partenaire n'a jamais eu l'occasion de connaître et d'aimer la véritable Luciana, avec ses mauvais jours, ses opinions divergentes, ses propres besoins. Il était tombé amoureux d'une performance, pas d'une personne réelle. Et les performances, aussi parfaites soient-elles, finissent par se vider de sens. La liberté que l'amour véritable offre est la liberté d'être imparfait, de commettre des erreurs, de changer d'avis, de passer des mauvais jours, de ne pas avoir toutes les réponses. C'est la liberté de ne pas avoir à être extraordinaire tout le temps pour mériter l'amour. La personne qui semble t'ignorer peut, en réalité, t'offrir ce précieux cadeau, de l'espace pour être humain, pour que tu ne sois pas toujours allumé, toujours disponible, toujours en train de jouer un rôle, mais que tu puisses te reposer dans la certitude que l'amour entre vous ne dépend pas d'une performance constante. Un autre aspect de l'amour et de la liberté est de permettre à l'autre d'évoluer et de changer. Souvent, nous tombons amoureux de quelqu'un et, inconsciemment, nous voulons que cette personne reste exactement comme elle était au moment où nous sommes tombés amoureux. Tout changement est perçu comme une menace. « Tu n'es plus la personne dont je suis tombé amoureux », lui disons-nous, comme si c'était une mauvaise chose. Mais la seule constante dans la vie, c'est le changement. Personne ne reste le même au fil des ans, ni toi ni la personne que tu aimes. Le véritable amour ne cherche pas à geler l'autre dans le temps, mais célèbre sa croissance, même lorsque cette croissance mène la personne dans des directions inattendues. Ricardo et Camilla étaient remariés depuis 12 ans lorsque Camilla a décidé de retourner étudier et de suivre une carrière complètement différente de celle qu'elle avait avant. Cela signifiait moins de temps ensemble et une réorganisation complète de leur routine familiale. Ricardo avait 2 options, résister au changement
ou la soutenir dans ce voyage, malgré toutes les incertitudes. Il a choisi la deuxième option. Je ne me suis pas marié avec une version statique d'elle, m'a-t-il dit. Je me suis marié avec un être humain en constante évolution et je veux connaître et aimer toutes les versions d'elle qui surgiront tout au long de notre vie ensemble. C'est cela la liberté que tu aimes. Celle qui ne se contente pas de permettre, mais qui célèbre la croissance et le changement de l'autre. Cela ne dit pas « je t'aime si tu restes exactement comme tu es », mais « je t'aime pendant que tu deviens celui que tu es destiné à être ». Les stoïciens parlent aussi de l'importance d'aimer le destin, le amor fati, comme ils l'appelaient dans le contexte des relations. Cela signifie accepter non seulement la personne telle qu'elle est maintenant, mais aussi le chemin unique qu'elle est destinée à emprunter. Il s'agit de comprendre que chacun a son propre chemin et que le véritable amour ne consiste pas à écarter l'autre de son chemin, mais à marcher à ses côtés en offrant du soutien sans interférer. La liberté de commettre des erreurs est une autre facette importante. Combien de relations se terminent parce qu'un des membres du couple a commis une erreur et que l'autre n'a pas pu pardonner? Bien sûr, il y a des limites et chaque situation est unique, mais l'amour mûr comprend que nous sommes tous faillibles. La personne qui t'aime vraiment n'attend pas la perfection, mais l'honnêteté et la croissance. Un client m'a raconté comment son mariage a failli échouer après qu'il ait commis une grave erreur. « Je pensais que j'avais tout perdu, m'a-t-il dit, mais ma femme m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne me suis pas marié avec toi parce que tu es parfait. Je me suis marié avec toi parce que, même lorsque tu fais des erreurs, tu es prêt à apprendre et à grandir. Et c'est bien plus précieux que la fausse perfection. La liberté que tu aimes comprend aussi la liberté d'être en désaccord, d'avoir des opinions différentes, de voir le monde à travers des lunettes différentes. Beaucoup de couples confondent l'amour avec un accord constant. Si tu m'aimais, tu penserais comme moi, disent-ils explicitement ou implicitement. Mais quel genre de relation est-ce où l'un des membres du couple doit abandonner sa propre pensée pour maintenir la paix? Le véritable amour crée un espace sûr où différentes perspectives peuvent coexister sans menacer la connexion. C'est comme une conversation enrichissante qui continue au fil des années, où les deux membres du couple grandissent et élargissent leurs horizons, précisément en étant exposés à différents points de vue. Enfin, la liberté que tu aimes inclut la liberté de partir si nécessaire. Cela peut sembler contradictoire, mais réfléchis-y. Si tu es dans une relation uniquement parce que tu te sens piégé, obligé, sans autre option, quel genre d'amour est-ce? Le véritable amour dit « Je suis ici par choix, pas par obligation. Et je te respecte tellement que si un jour notre relation n'est plus ce dont tu as besoin, j'aurai le courage de te laisser partir. » C'est cette sécurité dans la liberté qui, paradoxalement, crée les liens les plus forts. Lorsque nous savons que nous sommes ensemble par choix, pas par peur, dépendance ou obligation, l'amour fleurit d'une manière qu'aucune relation fondée sur le contrôle ne pourrait le faire. Donc, la prochaine fois que tu te sens ignoré par quelqu'un que tu aimes, considère la possibilité que, en réalité, cette personne te fasse le plus beau cadeau qui soit. La liberté d'être vraiment toi, de grandir à ton propre rythme, de suivre ton chemin unique. Parce qu'au final, l'amour le plus profond n'est pas celui qui unit, mais celui qui libère et reste fort précisément à cause de cette liberté. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.